Les pilotes apprennent à faire confiance à leurs instruments, mais que se passerait-il si ceux-ci plaçaient l'avion dans une position à laquelle les pilotes ne s'attendaient pas? Et si la réaction à adopter était complètement différente de ce pourquoi ils ont été formés? Restez avec nous. L'accident du vol 4933 de Commute Air a eu lieu le 4 mars 2019, mais les événements ayant mené à l'accident ont en réalité commencé plusieurs jours auparavant. Le 27 février, 5 jours avant l'accident, le pilote qui allait devenir le copilote du vol accidenté se rendait dans un petit aéroport appelé Presque Isle, dans le nord du Maine. Il s'était déjà rendu à cette destination auparavant et estimait bien connaître l'aéroport. Lors de l'approche, il a remarqué qu'il y avait une différence entre les aiguilles roses de l'instrument d'approche, qui recevaient leurs informations de l'ordinateur de gestion de vol alimenté par le GPS, et les aiguilles vertes, qui étaient alimentées directement par le système d'approche ILS. Les aiguilles vertes montraient que l'avion devait tourner à droite, tandis que les aiguilles roses indiquaient son alignement parfait avec la piste. Le copilote, chargé de la surveillance du vol, a signalé l'anomalie au commandant de bord et ils ont convenu que cela semblait étrange. Mais la météo était bonne et ils voyaient clairement la piste, ce qui signifiait qu'ils pouvaient ignorer l'indication et simplement atterrir sans problème. L'aéroport de Presque Isle était un aéroport isolé situé près de la frontière canadienne et il ne disposait pas d'une tour de contrôle aérien avec personnel. En raison de sa situation au nord à cette période de l'année, toute la région était recouverte d'une épaisse couche de neige, atteignant par endroits une profondeur de près d'1,50 m. Après le vol, le copilote et le commandant de bord ont discuté de la nécessité de rédiger un rapport concernant l'anomalie du localiseur, mais ils ont décidé de ne pas le faire car le commandant de bord a estimé que ce n'était pas nécessaire. Plusieurs autres vols qui se sont rendus à Presque Isle dans les jours suivants ont également rencontré une anomalie similaire, mais un seul équipage l'a réellement signalé au contrôleur aérien. Ce rapport a été déposé le 2 mars, 2 jours avant l'accident. Le contrôleur aérien qui a reçu ce rapport en a informé son superviseur, qui a ensuite transmis le rapport au responsable des opérations du Système national de l'espace aérien. À l'époque, la réglementation de la FAA stipulait qu'après un signalement de dysfonctionnement d'un système de navigation, un rapport similaire devait être déposé par un second avion pour que des mesures puissent être prises à ce sujet. Cela peut sembler un peu étrange, mais c'est assez logique puisqu'un seul rapport pourrait potentiellement être lié au propre système de cet avion. Cependant, cette politique suppose aussi qu'un nombre raisonnable d'avions utilisent cette aide à la navigation pour permettre un suivi rapide. Ce n'était pas le cas à Presque Isle, qui était un petit aéroport régional. En fait, il s'est avéré que le prochain vol prévu pour atterrir à l'aéroport allait être le vol accidenté. Maintenant, si l'un des autres pilotes qui avaient atterri à l'aéroport et remarqué cette anomalie avait effectivement rédigé un rapport à ce sujet, un avis aux navigants aériens ou NOTAM aurait été émis et l'ILS aurait été mis hors service jusqu'à ce qu'il puisse être réparé et vérifié. Ces rapports n'ayant pas été rédigés, cela ne s'est pas produit. Mais que se passait-il réellement avec le système d'atterrissage aux instruments? Qu'est-ce qui causait cette anomalie? Eh bien, le système ILS fonctionne grâce à 2 ensembles d'antennes qui transmettent chacune 2 lobes de signaux radio à des fréquences différentes. Ces lobes sont ensuite reçus par le récepteur ILS de l'avion, et selon la quantité de chaque fréquence détectée, il peut interpréter la position comme étant trop haut ou trop bas sur le plan de descente, ou à gauche ou à droite de l'axe central sur le localizer. L'antenne du glide slope, qui indique la position latérale de l'avion, se situe près de la zone de toucher des roues, souvent à proximité des feux papilles. L'antenne du localizer, fournissant le guidage horizontal, est placée au-delà du seuil opposé de la piste. Chaque fois que des signaux radio sont utilisés, il existe toujours un risque d'interférence ou de brouillage de ces signaux et, par conséquent, la zone autour des antennes doit être complètement dégagée. C'est pourquoi les avions doivent s'arrêter plus loin de la piste au sol lors des procédures de faible visibilité. L'expérience montrait que l'antenne du glide slope était sensible à tout obstacle, même la neige, d'où une zone totalement dégagée autour. À l'époque, aucune directive similaire n'existait pour l'antenne du localizer. Comme mentionné précédemment, lors de l'accident, l'antenne du localizer était entourée d'environ 1,50 m de neige, ce qui a suffi à perturber les signaux et à déformer le guidage du localizer. C'était donc la situation à laquelle l'équipage du vol Commute Air 4933 était confronté sans le savoir dans la matinée du 4 mars alors qu'ils se préparaient pour leur vol. Le commandant de bord du vol avait 40 ans et était assez expérimenté avec un total de 5655 heures de vol dont 1044 sur l'Embraer 145.
Elle avait commencé sa carrière chez Commute Air en tant que copilote sur le de Havilland Dash 8 en 2013, après avoir quitté sa compagnie précédente où elle avait échoué à une partie de sa formation. En 2016, elle avait reçu une lettre disciplinaire et accepté que ses performances soient surveillées 9 mois, sans pouvoir devenir commandant de bord durant cette période. Après ces 9 mois, elle a ensuite échoué à son contrôle initial de qualification de type sur l'Embraer 145 à l'automne 2017. Elle a réussi la vérification de rattrapage et a été promue commandant de bord peu après. Avant l'accident, elle avait bien dormi et se sentait en forme et détendue avant le vol. Le copilote avait 51 ans et était également très expérimenté avec 4 909 heures de vol au total, dont 470 sur ce type d'appareil. Il avait commencé sa carrière avec la compagnie aérienne en juillet 2018 sans aucun problème de formation, mais dans les jours précédant le vol de l'accident, il était resté chez lui malade avec la grippe. La veille du vol, se sentant mieux, il a rejoint sa base à New York depuis son domicile à Palm Beach, en Floride. À cause de retard sur ses vols de correspondance, il s'est couché vers 1 heure du matin, soit 5 heures avant son réveil pour sa prise de service le lendemain. En plus de cela, il toussait encore et il avait également reçu un diagnostic d'apnée du sommeil quelques années plus tôt, ce qui l'obligeait à dormir avec une machine à pression positive continue ou CPAP afin de contrôler sa respiration. Il n'a pas utilisé cette machine pendant la nuit précédant le vol parce qu'il a dit qu'il voulait se coucher tôt. Cela signifiait que même s'il a déclaré se sentir bien à son réveil, il est très probable qu'il souffrait d'une certaine fatigue au début de sa prise de service. Lorsque les pilotes se sont retrouvés dans la salle d'équipage avant le vol, c'était la première fois qu'ils allaient voler ensemble. Ils ont effectué la préparation avant vol et ont constaté que la météo à presque Isle prévoyait de la neige, des vents légers à rafales et une visibilité modérée. En raison de cette météo, ils ont décidé d'emporter un peu plus de carburant avec eux, puis ils ont procédé à la vérification des NOTAM. Hormis un rapport d'efficacité de freinage moyen sur la piste et l'instruction de contacter l'aéroport avant l'arrivée pour l'autorisation d'atterrissage, aucun autre avertissement n'était mentionné dans les NOTAM. Le commandant de bord a proposé au copilote d'être pilote aux commandes pour le premier tronçon, ce qui l'a surpris car d'habitude les commandants préfèrent ce rôle, mais il était content d'accepter. Ils ont briefé leur seul membre d'équipage cabine, puis se sont rendus ensemble à l'avion pour le préparer au départ. L'avion qu'ils allaient piloter était un Embraer 145 XR âgé de 15 ans, sans aucun défaut technique signalé. Après l'embarquement des 28 passagers par le membre d'équipage, la porte a été fermée et les pilotes ont demandé l'autorisation de mise en route. Ils ont reçu cette autorisation du contrôleur aérien et ont commencé à rouler vers la piste pour le départ. À 10h04 normale de l'Est, le vol Commute Air 4933 a décollé de Newark et a commencé à monter vers le nord en direction de Presque Isle. À bord du vol, il y avait 2 pilotes, un membre d'équipage cabine et un total de 28 passagers. Avant d'expliquer la séquence de l'accident dans cette vidéo, un message rapide de notre sponsor qui me permet, à moi et à mon équipe, de continuer à réaliser ces vidéos. Avant d'aller plus loin, je voudrais intervenir ici pour vous parler des couteaux en acier japonais de haute qualité de Kamikoto, le sponsor de cette vidéo. J'adore cuisiner et je suis très exigeant sur mon matériel, car la cuisine, comme le pilotage, exige précision. C'est pourquoi je suis ravi d'avoir découvert les couteaux Kamikoto. Kamikoto s'appuie sur un héritage de plus de 800 ans de technologie japonaise, perfectionnée par des générations de maîtres couteliers. Chaque couteau a été méticuleusement fabriqué à la main et inspecté, et ils sont accompagnés d'une garantie à vie, ce qui signifie que Kamikoto soutient vraiment ses produits. Ce n'est donc pas un hasard si ces couteaux sont utilisés par des chefs étoilés Michelin dans le monde entier, ce qui les rend parfaits pour tous ces délicieux repas que Sandra, moi-même et, espérons-le, Lucas prépareront en décembre. J'aime aussi beaucoup que les couteaux soient livrés dans une boîte en bois de frêne robuste, parfaite pour les ranger ou pour l'emballer comme cadeau de Noël. En ce moment, Kamikoto vous offre, à vous mes spectateurs, 50 $ de réduction supplémentaire sur tout achat si vous utilisez le code de réduction MANTOUR. Alors rendez-vous sur kamikoto.com/mentour pour obtenir le cadeau de Noël parfait pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez et qui est passionné de cuisine. Merci Kamikoto et maintenant, retour à la vidéo. La montée et la croisière se sont déroulées sans incident. L'équipage discutait surtout des détails opérationnels du vol et le copilote a signalé qu'il était allé à Presque Isle la semaine précédente et avait rencontré des problèmes avec le localizer. Le commandant de bord a écouté et répondu qu'il surveillerait cela durant l'approche.
Lorsqu'ils ont commencé à s'approcher du sommet de la descente, le commandant de bord a reçu la mise à jour météo pour la destination qui indiquait un vent du 090 degrés à 5 nœuds, une visibilité d'un demi-mille dans une neige modérée et du brouillard givrant avec des nuages fragmentés à 1100 pieds. Cela signifiait que la visibilité était exactement au minimum requis pour que les pilotes soient autorisés à commencer l'approche. C'était une grande différence par rapport à la dernière fois où le copilote y avait volé, lorsque la météo était belle et dégagée. Après avoir terminé de discuter de la météo, le copilote a ensuite fait le briefing de l'approche ILS qu'ils allaient effectuer depuis la piste 01 qui comprenait un minimum de 678 pieds, soit 200 pieds au-dessus de l'aéroport, ainsi que la procédure de remise de gaz et tout ce qu'il est important de mentionner. Après le briefing, le commandant a demandé au contrôleur l'autorisation de descendre et a été autorisé à le faire à sa discrétion jusqu'à 4000 pieds. Le contrôleur aérien a aussi rappelé à l'équipage que la piste restait signalée comme moyenne, recouverte d'environ un huitième de pouce de neige. Pendant la descente, l'équipage a noté l'absence de tour de contrôle à l'aéroport et la nécessité de contacter la maintenance de la piste pour vérifier que les engins de déneigement étaient partis avant l'approche. Une fois établis en approche, ils devraient également transmettre leur intention et leur heure estimée d'arrivée, ETA, à l'aveugle sur la fréquence commune afin d'informer tout autre trafic de la situation. L'équipage a reçu le message « cabine sécurisée » et a entamé la checklist de descente et d'approche pendant la descente sous 10 000 pieds. Ils ont reçu l'autorisation de se diriger vers un point de cheminement appelé Korak et de descendre à 3200 pieds, après quoi ils ont été autorisés pour l'approche ILS piste 01. À l'approche de l'avion, le copilote a activé son mode approche et navigation, ce qui a activé les aiguilles vertes de l'ILS sur son écran principal de vol. Il a aussi commenté les aiguilles, pensant qu'elles poseraient problème comparées aux aiguilles roses du GPS, probablement en référence à son approche précédente vers l'aéroport. Cette remarque est intéressante car elle indique clairement qu'il était conscient et prêt à faire face à un éventuel problème de radio-alignement, ce qui rend ce qui va se passer encore plus curieux. Il a alors semblé remarquer qu'il était un peu haut sur le plan, faisant des commentaires sur les aérofreins et la poussée réduite au ralenti. Le commandant a proposé de sortir des volets pour augmenter la traînée et le copilote a demandé les volets à 9. À ce stade, le poste de pilotage fonctionne bien avec une bonne gestion des ressources de l'équipage et les procédures normales sont appliquées. À 11h05, alors que l'avion captait le radio-alignement, le contrôleur aérien de Boston les a informés que les services radars étaient maintenant terminés et leur a demandé de contacter la fréquence commune d'auto-information, la CETAF, sur la 122,8. Le commandant a accusé réception, changé de fréquence et annoncé sur la fréquence ouverte qu'ils étaient à 2000 nautiques de Fair Rock, prêts à entamer l'approche finale. Un chef d'équipe de maintenance a répondu, signalant que les véhicules de déneigement avaient quitté la piste, désormais libres. Le commandant a dit qu'ils étaient à 4 minutes de l'atterrissage. L'équipe de déneigement avait retiré le plus de neige possible, mais la piste restait couverte d'une fine couche sur la majeure partie de sa surface. Cependant, environ 20% de la piste était dégagée, laissant des zones d'asphalte visibles. Et c'est important parce que dans des conditions comme celle-ci, où tout est très blanc, un peu d'asphalte noir peut être essentiel pour établir le contact visuel avec la piste. Lors de l'interception du plan de descente, le pilote a sorti le train, mis les volets à 22 vérifier le minimum, puis sélectionné 3000 pieds sur le panneau de commande des modes pour une éventuelle remise de gaz. Le copilote a demandé les volets 45 et l'exécution de la checklist d'atterrissage et lorsque l'avion est descendu à 1000 pieds au-dessus du sol, ils étaient complètement stabilisés avec toutes les checklists terminées et tout semblait parfaitement normal. Cela incluait également le signal ILS qu'il suivait en direction de la piste. Il était parfaitement centré. À 11h08 et 28 secondes, le commandant de bord a annoncé avoir un contact visuel avec le sol, c'est-à-dire voir le sol, mais pas la piste. C'est une annonce fréquente destinée à rassurer le pilote aux commandes sur la visibilité, en attendant que la piste soit visible. Le commandant a aussi demandé au copilote s'il souhaitait allumer les feux d'approche. C'est une question un peu étrange compte tenu des conditions météorologiques marginales dans lesquelles il volait, mais la raison pour laquelle elle a posé cette question est qu'elle devait activer les feux à distance en raison de l'absence de tour de contrôle aérien. D'habitude, la tour de contrôle s'en occupe, mais ici, il n'y en avait pas.
À la place, les feux d'approche étaient activés par le pilote en appuyant sur le bouton d'émission de la radio sur une fréquence distincte, 5 à 7 fois selon l'intensité des feux dont ils avaient besoin. Plus il y avait de clics, plus l'intensité augmentait. Le copilote a répondu que oui, il voulait absolument les feux et il a rappelé au commandant de bord la fréquence à utiliser, un 2,6. L'enregistreur phonique du cockpit a capté ce qui semblait être 5 clics, mais l'enquête ne précise pas si le commandant a vraiment activé les feux d'approche, le personnel au sol ayant ensuite affirmé qu'ils étaient éteints. Entre 11h09 et 20 secondes et les 13 secondes suivantes, le commandant de bord a annoncé 500, 400 et 300. Le copilote a ensuite déconnecté le pilote automatique, puis le système d'alerte de proximité du sol a annoncé Approaching minimums. Il est maintenant très important de souligner quelques points. Pour poursuivre une approche sous les minimums, les deux pilotes doivent disposer de références visuelles suffisantes pour atterrir en sécurité. Cela signifie généralement voir la piste ou une grande partie des feux d'approche, en gros suffisamment pour fournir des références visuelles permettant de guider l'atterrissage. Pour que cela se produise, le pilote surveillant doit généralement annoncer « piste en vue » avant d'atteindre les minimums, afin que le pilote en fonction ait le temps de regarder dehors et de passer des instruments aux références visuelles extérieures avant d'atteindre les minimums. Si les références visuelles sont insuffisantes à l'annonce des minimums, une remise des gaz est obligatoire. Ensuite, tout pilote peut l'annoncer s'il perd le contact visuel avec la piste. Toute annonce de remise des gaz doit être immédiatement exécutée. Ce qui s'est réellement passé dans ce cas, c'est que juste après l'annonce des minimums, le commandant de bord a dit « Piste en vue, tu la vois ?» Le copilote a répondu « Oui, j'ai quelque chose qui ressemble à une piste là-bas. » Cela ne ressemble pas à ce que dirait un pilote ayant une vue dégagée sur la piste, n'est-ce pas? En réalité, le copilote ne voyait rien du tout. C'était juste du blanc sur du blanc à l'extérieur, avec la neige qui balayait le pare-brise. Cependant, alors qu'ils descendèrent davantage, les deux pilotes commencèrent soudainement à apercevoir quelque chose. Le problème, c'est que ce qu'ils voyaient n'était pas bon. Juste devant eux, une sorte de tour commença à apparaître et elle était dangereusement proche d'eux. Le copilote a réagi en cabrant l'avion pour éviter de percuter cette tour, quelle qu'elle soit, et ce faisant, sa vitesse a commencé à chuter. Le commandant a crié de surveiller la vitesse et de monter alors que le vibreur de manche, l'alerte de décrochage, s'est brièvement activé. Le commandant de bord a alors crié « remise de gaz » et le copilote a confirmé « oui, remise de gaz, TOGA, vérifie la poussée, volet 9 ». L'avion a commencé à remonter, mais dès la remise de gaz, le copilote s'est excusé et a expliqué au commandant ce qu'il pensait s'être passé. Pendant ce temps, l'avion a brièvement cessé de monter, déclenchant quelques avertissements oraux du système d'alerte de proximité du sol, ainsi qu'une alerte Master Caution associée. Lorsque cela s'est produit, le train d'atterrissage n'était pas rentré et un autre avertissement oral s'est déclenché pour l'indiquer. La remise de gaz a été mal effectuée, ce que le commandant de bord savait, mais elle a attendu la stabilisation à 3000 pieds et l'engagement du pilote automatique pour en parler. Voilà un bon exemple de plusieurs choses. La première est l'importance d'être mentalement prêt à effectuer une remise de gaz si vous n'avez pas suffisamment de références visuelles lorsque vous atteignez votre minimum. Toute approche doit être mentalement préparée à une remise de gaz et tout atterrissage vu comme un bonus. Essayer d'établir un contact visuel en dessous des minimums et dans de mauvaises conditions comme celle-ci peut vraiment vous mettre en difficulté, ce qui est exactement ce qui est arrivé à cet équipage. L'autre leçon, c'est l'importance de maintenir un cockpit stérile, surtout lors d'une manœuvre complexe comme une remise de gaz. Respectez les procédures opérationnelles standards et, même si la raison de la remise de gaz paraît insignifiante, attendez d'en parler une fois la procédure d'approche interrompue terminée et que la charge de travail commence à diminuer. Maintenant, si vous voulez d'autres petits conseils comme celui-ci, assurez-vous de vous être abonné à cette chaîne. Après avoir intégré le circuit d'attente selon la procédure d'approche interrompue, la commandante a contacté l'aéroport pour signaler la remise de gaz sans obtenir de réponse. Elle a appelé le contrôleur d'approche de Boston, signalé l'incident, puis demandé des vecteurs radars pour une nouvelle approche. Les pilotes ont discuté de l'approche et de l'incident. La commandante a demandé au copilote s'il avait perdu le localizer, ce qui aurait causé une dérive après la déconnexion du pilote automatique. Il a répondu « ne pas le penser ». Il a dit qu'il avait sûrement quitté les instruments trop tôt et s'était embrouillé en regardant dehors.
Il pensait avoir vu la piste, mais il a ensuite décidé que ce n'était pas possible. Il a dit que tout était blanc sur blanc dehors, et le commandant de bord a confirmé cela parce que la neige au sol, sur la piste et dans l'air, combinée au brouillard et à la lumière du jour, rendait tout extrêmement blanc. Fait intéressant, il ne semble pas que les pilotes aient fait de parallèle avec l'approche précédente du copilote et les problèmes qu'il avait rencontrés avec l'alignement de piste pendant qu'ils en discutaient. En réalité, l'avion avait bien suivi l'alignement de piste, mais comme nous l'avons déjà évoqué, l'alignement de piste guidait l'avion à plusieurs centaines de pieds à droite de la piste. Il est probable que ce que les pilotes ont réellement vu et interprété comme étant la piste était la zone située entre la piste et la voie de circulation principale, car elle aurait une forme rectangulaire allongée. La tour qu'ils ont tous les deux vue et évitée était probablement un mât de capteur de vent de 30 pieds de haut situé à droite de la piste et à près de 1000 pieds au-delà du seuil de piste. Le copilote déclara qu'il resterait plus longtemps aux instruments à la prochaine approche, ce que le commandant approuva. Elle lui demanda également s'il se sentait prêt à effectuer l'approche et il répondit que oui. Ils étaient tous deux d'accord que s'ils ne voyaient rien lors de la seconde approche, ils se dérouteraient vers leur aérodrome de dégagement et qu'ils avaient suffisamment de carburant pour le faire, donc cela ne poserait aucun problème. Je rappelle que si la visibilité est insuffisante à la hauteur minimale, il ne faut pas prolonger le vol aux instruments. Si vous rencontrez un problème ou manquez de visibilité à la hauteur minimale, quelle qu'en soit la raison, remettez simplement les gaz. Cette discussion des pilotes sur le fait de rester plus longtemps aux instruments pourrait indiquer un peu de jeteritis. C'est quand vous faites tout pour atteindre un objectif qui n'est peut-être pas approprié. Il est également important ici de parler d'un autre phénomène psychologique, et c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Nous, les humains, avons une tendance naturelle à essayer de trouver des schémas dans les choses que nous ne comprenons pas, et nous le faisons souvent d'une manière qui confirme notre image mentale initiale de ce qui se passe. Ce qui vient de se passer en est un excellent exemple. Le biais de confirmation a poussé plusieurs pilotes à effectuer des approches à vue vers le mauvais aéroport après s'être convaincus que certains repères indiquaient qu'il s'agissait en réalité du bon aéroport vers lequel ils se dirigeaient. Si vous tombez victime du biais de confirmation, il faudra du temps à votre cerveau pour se prouver qu'il a tort, et c'est du temps que vous n'avez pas lorsque vous êtes à 200 pieds au-dessus du sol lors d'une approche par mauvais temps. Le commandant de bord a alors fait une annonce aux passagers et a parlé à l'équipage de cabine. Elle les a informés qu'ils allaient tenter une seconde approche et, après cela, alors que le copilote préparait l'avion pour une nouvelle approche, elle a finalement repris contact avec le personnel de maintenance de la piste et leur a expliqué ce qui s'était passé. Elle leur a également demandé de confirmer que le système d'éclairage d'approche était allumé et réglé à la luminosité maximale. Le responsable maintenance a confirmé que la piste restait dégagée et qu'il allumerait les feux comme demandé. L'avion a alors été guidé pour une nouvelle approche et à 11h25, ils ont de nouveau été autorisés à effectuer l'approche ILS sur la piste 01. L'équipage a configuré l'avion comme précédemment et à 11h26 et 51 secondes, ils ont de nouveau commencé à descendre sur le plan de descente. Le commandant de bord est alors repassé sur la fréquence commune et a annoncé qu'ils étaient en finale à 4000. Là encore, tout semblait parfaitement normal. L'avion stabilisé à 1000 pieds, le commandant annonce le passage des 500 pieds. Le copilote confirme l'autorisation d'atterrir, surveille les instruments pendant que le commandant surveille l'extérieur. Il réaffirmait ainsi le plan qu'ils avaient discuté plus tôt. Le commandant a annoncé 400 pieds et demandé au copilote de laisser le pilote automatique activé jusqu'à 200 pieds minimum. L'annonce des 300 pieds a eu lieu à 11h28 et 27 secondes. Le commandant a dit « Voilà, 200 désactive le pilote automatique ». Le copilote a répondu « C'est fait » et l'a déconnecté. La prochaine chose que l'on pouvait entendre sur l'enregistreur phonique du cockpit était « Et » du GPWS avec le commandant annonçant « 100 » entre les deux. 2 secondes après l'annonce des minimums, le commandant de bord a annoncé « Piste en vue, à 12h ». Quelques secondes plus tard, le copilote a répondu « Je reste sur les directeurs de vol parce que je ne la vois pas encore ». Ceci en soi était une indication claire qu'une remise de gaz aurait dû être la seule option valable à ce moment-là. Le commandant de bord a répété « Reste dessus », demandant au copilote de se concentrer sur ses instruments qui, rappelons-le, donnaient de mauvaises indications.
Alors qu'ils descendaient les 200 ou 300 derniers pieds, les pilotes ont revu cette tour déjà aperçue, mais cette fois, le copilote a seulement réduit son taux de descente pour l'éviter sans remettre les gaz. Des examens ultérieurs du mât du capteur de vent ont montré que son sommet avait été endommagé, probablement à la suite d'un impact avec l'avion alors qu'il le survolait. Un équipage formé devrait savoir qu'un tel obstacle ne devrait pas apparaître sur une trajectoire d'approche correcte, mais cela montre la puissance du biais de confirmation. À 11h28 et 53 secondes, le commandant de bord a déclaré « C'est quoi ce truc ?» et le copilote a dit « Je ne comprends pas ce que je vois ». Puis, 3 secondes plus tard, l'avion a percuté le sol avec une force de 3,35 G. La neige a été projetée sur le pare-brise, rendant la visibilité nulle, tandis que le nez de l'avion s'enfonçait. Le train d'atterrissage principal gauche a été arraché, projeté en arrière et a endommagé le flanc de l'avion avant de se coincer entre l'appareil et la nacelle du moteur gauche. L'avion s'est finalement immobilisé à environ 70 mètres à droite du bord de la piste et à 1100 mètres du seuil de piste, dans la zone enneigée située entre la piste et le taxiway principal. Après l'arrêt de l'appareil, le commandant a vu que le copilote saignait de la tête. Elle lui a demandé s'il allait bien, puis a tiré les manettes d'arrêt d'urgence pour couper les moteurs. Ensuite, elle a demandé aux passagers de rester assis et au copilote de l'aider à faire la checklist d'arrêt des moteurs, ce qu'il a fait. À l'arrière de l'avion, l'équipage de cabine n'a d'abord rien entendu de la part des pilotes, mais elle pouvait les entendre parler à travers la porte. Elle a demandé aux passagers de rester assis, puis a traversé la cabine pour vérifier leur état. Tous étaient secoués, mais aucun n'a été gravement blessé. Lorsqu'elle est revenue à l'avant de l'appareil, le commandant de bord a ouvert la porte du cockpit et lui a dit qu'ils allaient procéder à l'évacuation. Ils ont ouvert la porte avant d'être accueillis par les pompiers venus les aider. Le copilote a été évacué en premier, puis les passagers ont rejoint le terminal où une capsule les attendait dans la neige, leur évitant de traverser 1,5 mètre de neige. Au final, tout le monde a survécu à l'accident avec seulement 3 personnes ayant subi des blessures légères, et cela doit être considéré comme un résultat absolument fantastique. L'accident a été attribué au fait que les pilotes ont poursuivi leur approche en dessous du minimum stipulé sans avoir identifié avec certitude la piste. Cela a été causé par un biais de confirmation lorsque la commandante de bord a cru voir la piste, alors qu'il s'agissait en réalité de la zone de forme rectangulaire située entre la piste et la voie de circulation principale. La commandante de bord a mal jugé en demandant à son copilote de rester aux instruments sous les minima et en n'effectuant pas de remise de gaz alors qu'aucun des deux n'avait établi de contact visuel avec la piste. Le fait que le copilote était probablement fatigué a également sans doute influencé sa prise de décision. Le rapport a également souligné que plusieurs pilotes avaient déjà remarqué l'anomalie du radiophare d'alignement de piste sans soumettre de rapport de sécurité officiel, ce qui a empêché que le problème soit signalé et corrigé à temps. Plusieurs rapports ont ensuite été déposés par ces mêmes pilotes après que l'accident se soit produit. Un test du système ILS a révélé que le radiophare d'alignement de piste était désaligné de plus de 200 pieds à droite. La zone autour de l'antenne du radiophare d'alignement de piste a ensuite été dégagée de la neige et le test suivant a montré que l'ILS fonctionnait parfaitement après le retrait de la neige. La FAA a établi de nouvelles directives de déneigement limitant la neige à 2 pieds autour de chaque antenne du radiophare d'alignement de piste. Community Air a également mis en œuvre plusieurs modifications de ces procédures à la suite de l'accident. Cette histoire m'a particulièrement intéressé pour plusieurs raisons. Cela montrait vraiment à quel point il est important pour nous tous de le signaler si nous voyons quelque chose qui ne va pas ou qui semble anormal. Un rapport de votre part, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, pourrait être ce qui empêche un futur accident de se produire. Cela a encore une fois montré l'importance de bien choisir les pilotes, de les former et de la gestion des ressources de l'équipage. Regardez cette vidéo très intéressante ou cette playlist pour voir d'autres vidéos sur des accidents et incidents. Merci de vous abonner si vous estimez que nous le méritons. Cela aide vraiment la chaîne. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Au revoir.